Bonsoir et bienvenue dans Au Quotidien en ce mercredi 3 juillet 2024. À mes côtés à la présentation Enzo Maubert. Bonsoir Enzo. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Notre invité du journal est Florian Poupon, le président de l'association Homogène. La marche des fiertés est de retour ce samedi 6 juillet dans un contexte politique incertain. L'événement se veut habituellement festif, mais sera-t-il d'autant plus politisé cette année alors que certains membres de la communauté LGBT+, craignent l'arrivée de l'extrême droite? On verra tout ça avec notre invité. Et dans la suite, le travail d'un passionné d'histoire. Pendant 15 ans, Éric Viau a retracé la vie du commandant Frédéric Wolff, un officier français fusillé pour l'exemple par l'armée en 1914. Avec ce livre, ceci, on le verra tout à l'heure, mais tout de suite, place à l'actu. Au sommaire de cette édition, la bataille pour convaincre. Et oui, à quelques jours du scrutin, les candidats écument les marchés. Exemple à Pontlieu, au Mans, et à Conneré, où nous avons suivi Marietta Caramanli et François Fèvre. Puis une initiative originale quand des jeunes ramassent les déchets de la rivière en pédalo ou en canoë. Reportage à la fin de ce journal. Et on commence ce journal, Enzo, avec la campagne des législatives. Ils n'ont plus que 3 jours pour convaincre. Focus sur la deuxième circonscription de la Sarthe, où il y a un duel entre la députée sortante Marietta Caramanli de l'étiquette Nouveau Front Populaire et François Fèvre de l'étiquette Rassemblement National. La deuxième circonscription est la seule en Sarthe à ne pas avoir vu le RN en tête le 30 juin dernier. Dans ce secteur, les disparités électorales sont fortes entre Ville du Mans et périphérie. Et ce mercredi, chacun des deux candidats essaye de convaincre sur les terres de l'autre. Reportage Anthony Piton. Les refus s'enchaînent sur le marché de Pontlieu. François Fèvre, candidat du Rassemblement National, tente de convaincre ses habitants, traditionnellement marqués à gauche. On va tout faire avec ça pour qu'il n'y ait plus les compromis sur l'extrême gauche. Dans les villes rurales, on a un accueil qui est vraiment excellent. Ici, c'est plus mitigé, même si on a quand même pas mal de personnes qui nous parlent de changement, qui ont vraiment envie que ça change. La deuxième circonscription de la Sarthe est la seule du département à ne pas avoir placé le RN en tête le 30 juin dernier. Mais le candidat croisant ses chances est dans un report favorable des voix des électeurs de Samuel Chevalier. Celui qui est arrivé 3e et qui s'est désisté pour faire barrage au Rassemblement National. Je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs qui ont voté pour M. Chevalier qui, pour eux, incarnaient une forme de sérieux, vont plus se retrouver chez nous que dans le chaos qu'a mis le Nouveau Front Populaire à l'Assemblée nationale, et qui sont donc les alliés de Mme Caramanli. Dans le même temps, à Conneré, à 25 km du Mans. Non, je sais pas. Très bien. Encore et toujours des refus. La députée sortante Marietta Caramanli veut rassurer dans un village qui a voté à 45% pour le Rassemblement National. Il y a eu un vote RN très important et je suis là aujourd'hui pour leur dire ne pas oublier celle qui est toujours présente et celle qui porte leurs préoccupations. Ne pas se tromper dans leur vote qui est finalement un vote de réaction, de colère. D'ailleurs, pour chasser sur le terrain du RN, la candidate a adapté son tract, avec en deuxième priorité la sécurité. Pour leur dire qu'à l'Assemblée, comme sur le terrain, je suis celle qui porte des réponses et des propositions et qui cherche l'adhésion du plus grand nombre. Alors que la campagne touche à sa fin, l'issue de cette élection reste incertaine. Les électeurs auront le dernier mot le 7 juillet. Toutes les listes ont officiellement été déposées en préfecture. Oui, voici officiellement donc les candidats dans chaque circonscription. La 1, Julie Delpech face à Céline de Cossé-Brissac pour le Rassemblement National. Dans la 2, François Fèvre face à Marietta Caramanli. Dans la 3, Éric Martineau face à Romain Lemoigne. Dans la 4, Élise de Boucher face à Marie-Caroline Le Pen. Et enfin dans la 5, Jean-Carl Grelier face à Pierre Vaugarny. Et puis le parti Lutte ouvrière appelle à voter Élise de Boucher. Dans un communiqué, le parti invite à ne pas voter pour les candidats macronistes ni pour ceux du Rassemblement National. Néanmoins, dans la 4e, Lutte ouvrière soutient la candidate du Nouveau Front Populaire. Elle est une salariée qui appartient au monde du travail. Elle n'est pas une politicienne professionnelle et par solidarité avec les travailleuses et travailleurs qui ont voté pour elle et qui ne veulent pas voir une députée anti-ouvrière d'extrême droite élue, nous appelons à voter pour Élise de Boucher. Fin de citation.
Allez, on accueille tout de suite notre invité, Enzo. La Marche des Fiertés revient au Mans ce samedi, à la veille du second tour des élections législatives. Un contexte tendu. Florian Poupon, président de l'association LGBT+, Homogène, est avec nous. Bonsoir Florian Poupon. Bonsoir. À Paris, samedi dernier, la Marche des Fiertés a réuni plus de 100 000 personnes. Dans le cortège, on y voyait beaucoup de messages politiques pour alerter sur la menace du Rassemblement national. Est-ce qu'on peut s'attendre au Mans, samedi, à voir aussi émerger des pancartes très politisées dans le cortège? Alors tout à fait, je pense que c'est un contexte politique assez particulier et je pense que chacun y mènera un peu sa pancarte. Oui. C'est toujours politisé, la Pride? Il y a toujours un fond politique quand même? Alors, la Pride, c'est un jour dans l'année. C'est un jour, ça peut paraître pas beaucoup sur 360, mais en fait c'est énorme parce que c'est une journée où chacun peut vivre dans la rue, loin des regards, de l'humiliation, de la discrimination. Et ça, c'est très important. Et à partir du moment où il y a un militantisme comme ça, effectivement, il y a quelque chose de politique. Est-ce que vous sentez une inquiétude au sein de la communauté vis-à-vis de ce que pourrait l'Assemblée nationale dans les prochains jours? Est-ce que vous sentez monter une inquiétude peut-être sur des choses qui pourraient changer pour la communauté? Alors, de toute façon, les droits LGBT en règle générale ne sont pas inscrits dans le marbre. Donc, effectivement, on peut craindre un retour en arrière. Après, la crainte, elle est depuis 3 ans. On a une hausse assez flagrante des actes LGBT-phobes en règle générale. Et plus 13% en 2023 voilà, globalement. Ça. Dans les premiers trimestres, on a des chiffres encore un peu plus élevés. Et effectivement, ça peut générer une certaine crainte au niveau de la population. Vous constatez, vous, en Sarthe, justement, ces augmentations de violence, de discrimination envers certaines personnes? Alors, on était relativement... C'est vrai qu'en Sarthe, on a une terre un peu de tolérance. C'est vrai que pendant des années, on était très épargnés à ce niveau-là. Mais je dois avouer que ces dernières années, on a eu quand même des différents cas qui sont arrivés à l'association et ça nous fait poser question. Ça se traduit comment? Quel type de cas on peut rencontrer parfois? Ça peut être du tag de porte, ça peut être du harcèlement au travail, ça peut être des insultes, ça peut être des violences. Ça prend différentes formes, hein, ça dépend les cas. Et votre association, vous êtes là pour accompagner justement les personnes qui pourraient être victimes de ces discriminations, de ces violences. Comment vous les accompagnez si elles viennent toquer à votre porte? On est une association de bénévoles, donc c'est jamais simple. Mais on fait le maximum pour pouvoir accompagner les personnes auprès des structures qui sont compétentes ou auprès des forces de l'ordre. Alors il y a le centre LGBT au Mans, qui est avenue du Général de Gaulle, si je ne me trompe pas, le siège de votre association. Mais aussi depuis 2022, vous avez une antenne à Pont-Valin, dans le sud Sarthe. Quel retour vous avez sur le fonctionnement de cette antenne? C'était assez inédit d'ouvrir une antenne dans la campagne sartoise finalement. Oui, tout à fait, mais c'était une vraie demande, c'était un vrai besoin aussi, parce que cette antenne s'est mise à fonctionner tout de suite très bien, avec beaucoup de personnes qui se sont retrouvées sur le milieu rural, effectivement, parce qu'on est un département rural, et avec des questions, avec des interrogations, et ça ramène un peu, on va dire, un certain dynamisme à l'association. C'était important d'être présent en milieu rural parce que forcément les discriminations ne sont pas que dans les villes. Ah bah justement, bien au contraire, c'est plutôt dans le milieu rural qu'on va rencontrer le plus de cas. Alors la principale action, vous l'avez dit tout à l'heure, la plus importante dans l'année, c'est cette marche des fiertés qui aura lieu donc ce samedi 6 juillet. Le rassemblement début place des Jacobins à 13 h. Concrètement, le trajet, c'est à peu près le même que d'habitude? On rajoute les quais qui se faisaient autrefois et on avait un parcours plus réduit ces dernières années. Et cette année, on aura un parcours un tout petit peu plus long avec les quais, effectivement, mais ça donne de très belles images, c'est quelque chose de très Oui, sympa. C'est toujours festif, la marche des fiertés. Et cette année, peut-être encore plus, parce que vous avez Bilal Hassani, qui vient dans le cadre de Plein Champ, et qui sera là pour un concert à 19 h. J'imagine que pour vous, c'est positif, c'est un symbole, cette venue de Bilal Hassani au Mans? Alors, tout à fait, oui, c'est quelqu'un qui est un symbole, qui est un modèle même, je dirais, parce qu'il porte sa différence
aux yeux de tous et donne, je pense, du courage et de l'espoir à des gens qui, des fois, ont des difficultés à vivre le quotidien. Et c'est tout l'objectif aussi de cette marche des fiertés, de s'assumer finalement en public. S'assumer dans la joie et la bonne humeur, toujours. Donc ce rendez-vous, c'est ce samedi 6 juillet. Le concert de Bilal Hassani est prévu à 19h, lui. Sinon, on peut vous retrouver, comme j'ai dit tout à l'heure, 26 avenue du Général de Gaulle, ou sinon sur votre site internet. Et vous avez notamment, je crois, tous les mercredis, à partir de 19h, on peut se rendre à Homogène pour discuter, échanger. Oui, tout à fait. Au 26 avenue du Général de Gaulle, il y a l'accueil du mercredi à partir de 18h. Merci beaucoup, Florian Poupon, d'être venu sur notre plateau. Des animations pour les enfants, mais aussi pour les adultes dans les parcs du Mans. Du 3 juillet au 31 août, la ville du Mans ouvre les portes de ses parcs. Un collectif d'associations mancelles et de structures municipales pour l'événement Sa Bulle dans les parcs. Au programme des jeux, des livres, des activités scientifiques, mais aussi sportives. L'accès est gratuit, ouvert à toutes et tous. Plus de 120 créneaux sont proposés pour un moment détente en famille pendant toute la saison estivale. Des précisions sont à retrouver sur leur page Facebook en inscrivant tout simplement Sa Bulle dans les parcs. Sa Bulle dans les parcs, mais dans la Sarthe, une opération de récolte de déchets dans la Sarthe, tout en s'amusant. Et oui, l'initiative vient de la société Wild Bed, implantée au camping de Malicorne sur Sarthe. Les ramasseurs de déchets embarquent en canoë ou en pédalo avec un sac et des gants pour aller tout simplement à la pêche aux détritus. Un moyen de sensibiliser à ce qui reste un grand fléau pour l'environnement. 85% des déchets marins dans le monde sont d'origine plastique selon le ministère de la Transition écologique. Reportage donc en canoë et en pédalo avec Alexandre Ferrer. Des airs de vacances pour ces jeunes, prêts à pagayer ou à pédaler sur la Sarthe. Mais ils se préparent à réaliser une opération de nettoyage. Les déchets que vous voyez, vous les ramassez dans le sac. Ces 18 jeunes et 3 accompagnateurs du club de basket de Malicorne sur Sarthe sont venus accomplir volontairement une action en toute conscience. Récolter les déchets, c'est déjà pas grand-chose, mais c'est à notre échelle important pour l'écologie et la propreté de la terre. Des recherches sont menées entre l'ancien moulin de la commune jusqu'au château Rive-Sarthe. Et sur cette partie de la rivière, le constat semble plutôt positif. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose pour l'instant ? Non, malheureusement, c'est très propre. Mais ne laisse tout de même pas finir cette pêche en vain. Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Un bidon. Un énorme bidon. Une initiative de la société de camping Wild Bed qui vise à faire respecter la nature aux usagers. Au cours de la journée, c'est une vingtaine de déchets qui sont ramassés, mais il ne s'agit que de la partie émergée de l'iceberg. Ce sont des déchets qui ont été ramassés évidemment aux abords qui flottaient sur la Sarthe ou qui étaient accrochés aussi dans les arbres. Ça, c'était possible. Pour compléter cette action pratique, le camping met à disposition une série d'activités pour se sensibiliser au tri sélectif. On a fait également des petits jeux qui informent donc les personnes sur les quantités, les pourcentages de ce qu'on peut retrouver, les dégâts que fait également le plastique sur la planète, les microplastiques également. À ce jour, entre 75 et 190 millions de tonnes de plastique sont estimées dans les océans à l'échelle mondiale. Un désastre environnemental, à noter qu'il faut près de 1000 ans pour que cette matière se dégrade. Pour cette première opération du camping, une quarantaine de personnes sont venues prêter main forte. Allez, notre journal se termine, mais on se retrouve dans la suite après une courte page météo. À tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée en notre compagnie. Alors malheureusement, on va pas se mentir, pour votre soirée, des conditions météo qui resteront encore assez maussades étant donné qu'on va retrouver de nombreux nuages, un petit peu à l'image de cet après-midi où la couverture nuageuse restera très marquée sur notre département. Côté température, elles évoluent entre 18 et 22 degrés avec 10 degrés du côté de Blois, 21 degrés à Vendôme. Là, c'est 18 degrés du côté de Saint-Calais ou encore pour la Ferté-Bernard, comptez 20 degrés
au Mans. Pour la journée de jeudi, au petit matin, ciel qui restera encore assez variable avec une alternance d'éclaircies, de passages nuageux. On notera peut-être aller une ou deux petites averses, plutôt passagères. Dans l'ensemble, côté température, celle-ci évolue entre 14 et 15 degrés. 14 degrés pour Alençon, pour Laval ou encore au Mans. Même chose du côté de la Chapelle-aux-Choux ou encore pour la Flèche, 15 degrés à Vendôme, pour Blois, pour Tours ou encore du côté de Sillé-le-Guillaume. Pour la suite de votre journée, eh bien, les averses se feront de plus en plus rares. On devrait mine de rien profiter d'un ciel un petit peu plus lumineux avec de belles perles ensoleillées. Alors de temps en temps, quelques passages nuageux, mais rassurez-vous, des nuages qui n'apporteront pas de précipitations. Les températures, quant à elles, évoluent entre 22 et 23 degrés. Petit coup d'œil sur votre tendance et on commence avec la journée de vendredi. Vous le voyez, le temps sera plutôt similaire avec encore une fois de belles éclaircies. Les températures plutôt stationnaires également entre 21 et 22 degrés. On sera plutôt conforme au normal de saison. Et pour la journée de samedi, premier week-end de vacances pour les plus chanceux d'entre vous, on pourrait retrouver les traces d'une perturbation. Alors bien évidemment, au vu de cette échéance, on y reviendra lors d'un prochain bulletin météo. Passez, messieurs, dames, une très bonne soirée, une excellente suite des programmes. Bonsoir, bienvenue dans la suite. Faisons un point qualité de l'air sur notre département. L'indice de la qualité de l'air devait être moyen, encore sur l'ensemble des Pays de la Loire. Comme depuis plusieurs jours, la couverture nuageuse et un flux océanique garantiront la dispersion de la pollution émise localement et limiteront la formation d'ozone. Tout de suite, notre invité Enzo. Oui, notre invité a beaucoup travaillé sur un ancien militaire qui a fait partie des premiers fusillés pour l'exemple pendant la Première Guerre mondiale. Le commandant Frédéric Wolf est mort sous les balles de l'armée française 12 exactement, le 1er septembre 1914. Bonsoir Éric Viau. Bonsoir. Vous êtes l'auteur sartois d'un ouvrage sur l'histoire de cet homme, Sauver mes hommes, l'histoire du seul officier supérieur fusillé. Vous avez énormément travaillé sur le sujet. Ma première question, comment vous est venue l'idée de vous intéresser à ce commandant Wolf, ancien du Prytanée national de la Flèche? Comment vous est venue cette idée? Je travaille déjà sur les fusillés depuis à peu près 20 ans, hein, donc j'ai la liste de tous les soldats qui ont été fusillés. Et parmi eux, effectivement, il y avait ce commandant que j'avais mis un peu de côté parce que je m'intéresse beaucoup aux simples soldats, à ceux qui pataugeaient dans la boue d'étrangers. Et puis à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais regarder. Je me suis rendu compte qu'en réalité, cet officier, eh bien, on n'avait jamais rien écrit vraiment sur lui, à part quelques articles. Donc j'ai décidé de chercher un peu plus. Et donc, au bout de 6 ans, j'ai sorti donc, ce livre. Qui était cet officier, rapidement, sa carrière? Il était au 36e régiment d'infanterie coloniale français, c'est ça? C'est ça, oui. Cet officier, en réalité, il a 45 ans, il est marié et il avait un fils. Au moment du passage devant le Conseil de guerre, je dis ça parce qu'après, dans le dossier de réhabilitation, on ne trouve plus de traces de ce fils. Mais moi, j'ai retrouvé pourquoi. Et donc, cet homme, en réalité, il avait une carrière qu'il a fait principalement dans les colonies. Ce n'était pas, a priori, d'après ses notes, un militaire exceptionnel sur le plan stratégique. Sur Quand on lit ses notations, oui, il y a quelques critiques. Bon, il y a des critiques. Par contre, il est passionné par tout ce qui est scientifique. Et là, il s'intéresse notamment à la TSF. La télégraphie. Et là, à chaque fois qu'il se trouve dans une situation d'organiser un poste de TSF, il est bien noté. Ça a été donc le seul officier supérieur fusillé pendant cette Première Guerre mondiale? À ma connaissance, oui. Et aujourd'hui, j'ai vraiment cherché, je n'en ai pas trouvé d'autres. Il y a des officiers, hein, il y a un capitaine, il y a des lieutenants, mais pas d'officier supérieur. Alors pourquoi il s'est fait fusiller finalement, ce 1er septembre 1914? Alors, il est fusillé le 1er septembre 1914 parce que le 25 août 1914, il est engagé avec son bataillon, donc il commande un bataillon, il est engagé face à la briqueterie d'Aimvaux. Les Allemands sont bien en place et à un moment donné, il agite un drapeau blanc, ce qui semble confirmer. Il dit que oui, il l'a fait parce qu'il voulait en réalité tromper l'ennemi. Et en même temps, on dit qu'il a crié « sauf qui peut ». Et donc, à ce moment-là, il aurait entraîné la débandade. Alors le « sauf qui peut », en réalité, à force de chercher, on se rend compte que c'est peut-être pas lui qui l'a crié, mais quelqu'un d'autre. Et on a aussi des témoignages comme quoi, eh bien, à un moment donné, quand les hommes se repliaient, lui avait du mal à suivre parce qu'il a 45 ans, n'oublions pas. Il a une santé assez mauvaise, on va dire. Et à ce moment-là, donc, il crie ralliement pour ramener ses hommes au combat. Ça, ce n'est pas dit du tout dans le Conseil de guerre. Alors, ce procès,
Vous pouvez nous dire comment il s'est déroulé ? Il y a eu un procès du coup militaire après. Oui, il passe devant un conseil de guerre, comme tous ces fusillés. Ça va très vite, puisqu'il passe devant le conseil de guerre. Il est donc, il reconnaît certains faits. La défense n'est pas vraiment assurée, comme dans la plupart des cas. Et puis, il est condamné donc à mort et fusillé dans la même journée. Donc ça va vraiment très vite. Il a, à mon avis, je me suis rendu compte assez rapidement qu'il n'a aucune chance de s'en sortir. On voit bien qu'il y a plein d'éléments qui font que il est certainement condamné, parce qu'il faut un exemple à ce moment-là. L'exemple, c'est le chef de bataillon, et face aux hommes, si jamais on ne le condamne pas, en réalité, les hommes ils ne comprendraient pas. Donc il est condamné d'avance. Oui. Et contrairement aux idées reçues, est-ce que la plus grande partie de ces exécutions ont eu lieu au début de la guerre, en 1914 ? Oui, alors ce qu'on dit souvent, c'est quand on parle fusillé, on pense 1917, mutinerie. Voilà. Et en réalité, non, c'est 1914 et 1915. 1914, on est à plus d'un fusillé, sur la période de guerre, je parle. C'est-à-dire du 1er septembre, en gros, du 1er septembre 1914 au 31 décembre 1914, on est à plus d'un fusillé par jour. C'est énorme. L'année 1915, c'est l'année du plus grand nombre de fusillés. Et à partir du milieu de l'année 1916, ça va commencer à diminuer parce on va prendre le temps déjà de juger. Alors que là, au début de guerre, 14-15, on va très vite. Alors le corps du commandant va disparaître, en fait, à un moment donné. On va se rendre compte que ces ossements vont être exhumés. Et il y a ce mystère de la dame en noir, finalement, que vous avez réussi à résoudre. Alors, sans dévoiler toute l'intrigue... Je ne vous dirai pas qui c'est, mais c'est assez exceptionnel, parce que quand j'ai vu ça, j'étais prêt d'ailleurs à titrer ce livre « Le fusillé et la dame en noir », mais ça faisait pour moi trop roman, alors que c'est une recherche historique. Mais oui, il y a une dame en noir qui va fleurir la tombe, donc de 1914 à 1920. Et en 1920, cette dame en noir va exhumer clandestinement le corps de Frédéric Wolf. Il ne sera jamais réhabilité, Frédéric Wolf. Non, et son corps ne sera jamais retrouvé non plus. Vous êtes aussi très engagé dans la réhabilitation justement de ces fusillés de la Première Guerre mondiale. Vous avez d'ailleurs été entendu en 2022 dans le cadre d'une proposition de loi allant dans ce sens, qui ne s'est pas finalement faite, qui est encore en cours de discussion, en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, vu que le Sénat l'avait refusé. Pourquoi c'est si difficile de réhabiliter des anciens fusillés ? Je pense très sincèrement qu'encore une fois, il y a une certaine méconnaissance. C'est-à-dire que ceux qui s'opposent à la réhabilitation le font par principe plus qu'autre chose et avancent des arguments qui sont faux. Je crois qu'il faut vraiment travailler sur l'information. C'est-à-dire que pendant des années, on a dit oui, il faut les réhabiliter, sans jamais aller dans les dossiers. Moi, j'ai parcouru pendant ces 20 ans, je suis allé dans quasiment tous les dossiers, j'ai essayé de voir. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de raisons de les réhabiliter. Est-ce que finalement, cette opposition, ça ne vient pas du fait que remuer le passé, c'est jamais très bon, on vient déformer un dessin mémoriel qu'on a construit de manière commune? Est-ce qu'il n'y a pas une petite frilosité vis-à-vis de ça aussi? Si, certainement, il y a une opposition aussi d'une partie de l'armée, pas toute l'armée, mais une partie. Et à ce sujet, je tiendrai à préciser que moi, je ne tire pas sur tous les généraux. Ce que je veux dire, c'est que parmi les généraux, j'ai fouillé dans ce sens pour essayer de retrouver des éléments, et je me suis rendu compte qu'il y a des généraux qui ont évité les exécutions. J'ai des écrits, il y en a un d'ailleurs dans mon livre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas condamner non plus toute l'armée et tous les généraux. Certains ont fait le nécessaire pour éviter qu'on en arrive à ce genre de situation. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ce livre, donc « Sauver mes hommes », qui raconte la vie de ce commandant Frédéric Wolf, fusillé pour l'exemple. Où est-ce qu'on peut se procurer ce livre? Dans nos librairies, Sartois. Sinon, si vous avez un problème, contactez-moi directement. Voilà. J'ai un blog. Donc oui, Éric Viau, on peut trouver tout simplement avec le titre du livre. Merci beaucoup pour ce livre et ce travail. On passe au jeu de la semaine. Enzo, tout à fait. Ce soir et toute la semaine, gagnez 2 invitations pour un dîner barbecue avec menu américain et une soirée dansante le 13 juillet prochain à Pont-Valin. Un événement organisé par le comité des fêtes de la commune. Comme c'est la fête nationale, un feu d'artifice est aussi prévu à 23 h. Pour participer au tirage au sort, envoyez un mail à jeu@lmtv.fr. Réponse au tirage au sort en fin de semaine. Nos invités de demain dans l'actu, nous recevrons Luc Rigal, le président de l'Union syndicale apicole sartoise. La récolte de miel s'annonce très compromise cette année à cause de la pluie. Les apiculteurs sont inquiets. Il viendra nous en expliquer les conséquences. Le programme de la soirée tout de suite sur LMTV. Tout de suite l'infiltré du dimanche avec Amanda Scott. Et on va partir, on va le voir, dans une petite course de caisse à savon. C'est ça Enzo, course de caisse à savon, 24 heures roller. Et après c'est les 24 heures roller, là c'est encore à Champagné.
la course de caisse à savon, et on va voir les 24 heures rollers qui sont à l'image sur le circuit mythique des 24 heures. Ça, c'est dans quelques instants. Tout à fait. On vous souhaite une très belle soirée sur LMTV Sarthe et on vous dit à demain dans Au Quotidien. À demain.